Bonsoir, bienvenue dans Ça vous regarde, une heure de débat politique et parlementaire. Et ce soir, on revient sur le cas Emmanuel Macron. Il prend le large, enfin pas encore. Lors de son premier meeting de son mouvement, le ministre s'émancipe un peu avec l'exécutif. Il n'a pas annoncé son départ du gouvernement ni sa candidature à la présidentielle, mais il a marqué ses distances avec le bilan du quinquennat avant l'intervention télévisée de François Hollande à l'occasion du 14 juillet. L'Élysée ne voit aucun casus belli dans le discours du ministre. L'Élysée reste impassible. Jusqu'à quand? Même si Emmanuel Macron s'inscrit bien dans une démarche présidentielle, il a bien 2017 en ligne de mire et fera tout pour l'atteindre. C'est la conviction de ses proches. Son ambition est grande, sa détermination totale, rien ne l'arrêtera. La société civile le porte, selon lui. François Hollande ne lui fait pas peur. C'est encore la conviction de ses proches. Il veut la place de celui qui l'a fait roi, mais sans porter de coups contre lui. Il rêve d'une révolution sans le sang. Le chef de l'État renoncera à se présenter. Emmanuel Macron prendra la suite. C'est la conviction de son entourage. Une marée peut-elle en quelques mois monter derrière lui pour anéantir des décennies d'habitudes politiques? Ne serait-il pas un peu naïf, Emmanuel Macron, présomptueux ou utopiste? Incarne-t-il le renouveau en politique, l'avenir de la gauche, son fossoyeur? On en débat avec vous via le JDD, notre partenaire, lcp.fr, ça c'est notre site, #CVR, ça c'est pour les tweetos, et enfin notre compte Facebook pour être tout à fait complet. On en parle surtout avec nos invités. Alain Tourret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député radical de gauche du Calvados. Vous faites partie de la quarantaine de parlementaires présents hier au meeting d'Emmanuel Macron, dont vous soutenez l'initiative. Face à vous, Christophe Carèche, bonsoir. Vous êtes député socialiste de Paris. Et pour vous, la démarche d'Emmanuel Macron est contradictoire. Et le président de la République doit prendre ses responsabilités. Vous nous direz pourquoi. À côté de vous, André Chassaigne, président du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous, Macron, c'est une tractopelle qui, sous un aspect très gentil, très policé, démolit beaucoup de choses. C'est ça. Aziz François Ndiaye, bonsoir. Vous êtes entrepreneur et vous avez rejoint le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Vous allez nous raconter pourquoi. Avant de débattre, retour sur ce meeting hier soir à la Mutualité. Emmanuel Macron a fait le show à l'américaine pour le premier meeting de son mouvement En Marche. Un moyen de rassembler et de rassurer ses troupes sans déclarer sa candidature. Il a fait un pas de plus vers 2017. Reportage Stéphanie Despierres, Céline Martel. Paris réussi pour Emmanuel Macron. La salle de la Mutualité est pleine, 3000 personnes. Des députés, des sénateurs et des écrivains sont là pour soutenir celui qui est encore ministre de l'économie. Quelques heures avant, le Premier ministre avait violemment critiqué les ambitions de son ministre. Il est temps que tout cela s'arrête. Merci. Pourtant, tout cela ne semble faire que commencer. Ce meeting est une grande première pour Emmanuel Macron qui n'a jamais été élu. Un meeting avec une débauche de moyens digne d'un lancement de campagne. Après les militants du mouvement En Marche, l'écrivain Alexandre Jardin et le député Richard Ferrand, Emmanuel Macron monte à la tribune. L'idée n'est pas de faire un parti qui soit, je ne sais pas, au centre-gauche ou au centre, ou que sais-je. C'est pas ça notre volonté. C'est d'être un mouvement qui rassemble. Faire de la politique autrement, c'est le mantra d'Emmanuel Macron qui se contente de dresser un constat d'échec du système actuel. Il ne propose pas de programme, mais promet qu'il faudra compter sur son mouvement politique. Ce mouvement, parce que c'est le mouvement de l'espoir et que notre pays en a besoin, ce mouvement, nous le porterons ensemble jusqu'en 2017 et jusqu'à la victoire. La victoire de qui? La sienne ou celle de François Hollande? Emmanuel Macron ne dit pas clairement qu'il est candidat. Le ministre de l'économie est passé maître dans l'art du funambule. Quelques attaques contre Manuel Valls, tout en rendant hommage au président de la République. J'ai défendu aussi ce que faisait ce gouvernement. Je ne suis pas dans le négatif, je ne suis pas dans la petite politique. Je suis dans cette mobilisation vers laquelle on doit aller. On est le mouvement de l'espoir, c'est ce rôle que je veux jouer. Pas celui des petites phrases, pas celui des jeux partisans. Après ce meeting, son maintien au gouvernement semble toutefois de plus en plus compliqué, même si là non plus, le ministre n'a pas dévoilé ses intentions. Il ne veut pas brutaliser les choses. Et il veut peut-être d'ailleurs qu'on le pousse à être candidat en le poussant vers la liberté. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il serait le plus meurtri d'être congédié de son poste ministériel. Dedans ou dehors, le toujours non-candidat Emmanuel Macron prévoit déjà d'autres meetings d'ici l'automne. Voilà, vous venez de voir le reportage, vous venez de l'écouter. Emmanuel Macron sera-t-il candidat à la présidentielle de 2017, Alain Tourret? Il ira jusqu'au bout.
C'est quoi, d'aller jusqu'au bout? Tout dépendra de ce que décidera le président de la République. Soit celui-ci est scotché... S'il y va pas, Emmanuel Macron y va. C'est une évidence. Et si François Hollande y va? Je pense qu'ils auront une discussion entre eux. Soit le président de la République est en mesure de gagner, soit il ne l'est pas. Actuellement, il est à 5% des opinions favorables de la part des sondés. 5%. On ne gagne pas quand on a 5% de gens contents de votre action, bien évidemment. Donc à partir de ce moment-là, là, il y a un phénomène de vide qui se crée. Alors la nature a l'horreur du vide. Bon, c'est là-dessus que ça se posera. Soit le président de la République se rapproche des Français, retrouve une position de domination, susceptible de gagner, et tout le monde sera derrière lui. Soit ça ne se fait pas, et dans ce cas-là, Emmanuel Macron sera candidat. Christophe Caresche, Emmanuel Macron sera candidat à la présidentielle de 2017? Moi, je le pense. Je pense que c'est le prologue hier d'une démarche présidentielle. Je pense que ça a été assez clair. Et d'ailleurs, moi, je ne mets pas en cause cela. Hein. Je pense que c'est parfaitement son droit. Et en plus, il a des idées à faire valoir, etc. Moi, que je ne conteste pas. Sans passer par la case primaire. Simplement, donc je ne crois pas à la fable selon laquelle il roulerait pour François Hollande, etc. Tout ça, à mon avis, n'existe plus. D'ailleurs, ce que je constate, c'est que ces soutiens ne sont pas du tout manifestement des soutiens de François Hollande. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, c'est qu'ils demandent à Emmanuel Macron d'y aller et surtout pas de soutenir François Hollande. Bon, donc il y a une ambiguïté. Moi, je suis quelqu'un d'assez simple. Je pense qu'il faut la lever, mais ça appartient au président de la République. Ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas, moi, à m'immiscer dans cette relation. Je pense qu'il faut la lever parce que je pense que la clarté, c'est peut-être la première condition de la rénovation et du renouvellement en politique. Et que quand on a une démarche, autant qu'elle soit clarifiée. Et c'est vrai que ça va être compliqué maintenant pour le gouvernement, parce qu'il y a quand même encore quelques mois. Hein, c'est pas fini le quinquennat. Hein, ça dure jusqu'en 2017. Jusqu'au mois de mai, c'est difficile, ça va être difficile à gérer. Cette situation est compliquée à gérer pour le gouvernement. Il y a une tension, on le sent bien, entre les ministres, etc. Et je pense que ce n'est pas des conditions très apaisées et très normales pour continuer. Donc je pense que la clarification devrait s'opérer. C'est quoi la clarification? Elle me semble assez inéluctable. Il doit démissionner? Oui, la clarification, ça veut dire qu'il sera conduit à quitter le gouvernement. Et donc, encore une fois, moi, je pense qu'elle est assez inéluctable. Hein. Pour ça qu'il ne faut pas dramatiser cette affaire, par ailleurs. Je pense que ça se fera. Ça ne se fait pas aujourd'hui. Ça se fera, je pense, moi, d'ici la rentrée, d'une façon ou d'une autre. Enfin, moi, c'est ma conviction personnelle. Et encore une fois, je ne mets pas en cause du tout la légitimité ou la possibilité pour Emmanuel Macron d'être candidat à l'élection présidentielle. Démission à la rentrée. André Chassaigne, c'est une déclaration de candidature qui ne dit pas son nom? Ouais. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce grand cinéma sur grand écran ne m'intéresse guère. Parce qu'au final, on a assisté à quoi? À une espèce de vente publicitaire, comme si Apple promotionnait son dernier iPhone, par exemple, et on a l'impression d'avoir affaire à une espèce d'épopée napoléonienne, alors qu'au final, c'est tout simplement la retraite de Russie d'une social-démocratie qui n'arrive pas de se sortir de ses difficultés. Voilà à quoi on assiste. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est le contenu surtout. Or, entre la politique que peut porter... disons Emmanuel Valls, Emmanuel Macron, c'est la même. C'est la même politique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas cette espèce de casting de la Ve République qui montre une image désastreuse, absolument désastreuse de la politique par rapport aux difficultés des gens. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse avoir, dans le cas de ces élections présidentielles, un candidat que je qualifierais de la gauche alternative, qui puisse rassembler le plus largement possible pour être au second tour. Mais le reste, qu'est-ce qu'ils portent les uns et les autres? On va en parler. Qu'est-ce qu'il porte? On va en parler. Et si je dis Emmanuel Macron, c'est exprès, bien évidemment. C'est exprès, bien évidemment. Il est membre d'un gouvernement. Qu'est-ce qui diverge en termes de contenu politique sur ce qu'il met en œuvre par rapport à des attentes que les Françaises et les Français peuvent avoir? Je voulais demander pourquoi vous avez décidé de marcher avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que votre candidat va aller jusqu'au bout, comme dit Alain Tourret, jusqu'à la présidentielle de 2017? Je le souhaite, et comme il l'a dit... Vous le souhaitez, vous le pensez? À nos côtés, bien entendu. Vous y croyez? Je pense qu'il y a une chose que les gens oublient de faire aujourd'hui, c'est d'écouter ce que dit Emmanuel Macron. Il ne se positionne pas comme un candidat futur,
il ne vient pas remettre en cause l'action du gouvernement, il propose un plan de transformation. Et il le propose sur la base d'un diagnostic à faire de façon concrète sur le terrain du pays et à partir de ce diagnostic, faire des propositions. Donc, restons sur ce calendrier. Pourquoi lui donner des ambitions il y a des intentions derrière, autres que celles qu'il annonce? Je pense que s'il avait envie de partir du gouvernement, il l'aurait fait. Aujourd'hui, nous, en ce qui nous concerne, en tout cas, au niveau d'En Marche, notre... Vous, c'est les idées, alors. C'est pas forcément l'ambition présidentielle. C'est d'avoir un projet pour le pays. Moi, j'ai été étudiant pendant la campagne de Chirac, de la grande fracture, et à l'époque, la fracture sociale. Et j'étais très mobilisé pendant cette période-là. Et j'ai vu arriver Lionel Jospin dans cette campagne de façon, j'allais dire, assez improvisée, parce que tout le monde attendait Delors, qui finalement n'y est pas été. Et on s'est rendu compte sur le terrain qu'il avait fait une très bonne campagne, mais qu'au final, il lui restait très peu de temps peut-être, il serait passé devant. Pourquoi? Parce que le projet n'avait pas été préparé en amont. Aujourd'hui... Là, c'est une préparation en amont d'un projet présidentiel? Aujourd'hui, c'est une préparation d'un projet présidentiel, mais surtout d'un projet pour le pays. Après qu'il incarnera, le moment venu, on choisira, le moment venu... Nous verrons en fonction de la situation. Bien entendu, nous souhaitons que ce soit Emmanuel qui l'incarne, parce que qui mieux que lui, aujourd'hui, sur l'échiquier politique, l'incarne. Après, les circonstances, comme l'a dit monsieur, les circonstances... On verra. Donc, nous dirons. Hier, donc c'était le meeting. Aujourd'hui, un conseil des ministres tendu, mais pas un mot sur le meeting d'hier, même si on se doute que le président de la République a dû rappeler les membres du gouvernement au sens du collectif et à la cohérence. Jean-Baptiste Daoulas. Une matinée de suspense dans la cour de l'Élysée. Emmanuel Macron va-t-il être sanctionné par Manuel Valls et François Hollande après avoir enchaîné les provocations dans son meeting? Mais à la sortie du Conseil des ministres, Manuel Valls joue la décontraction devant les caméras. Vous avez dit hier qu'il était temps que ça s'arrête. Est-ce qu'il est temps que ça s'arrête encore? Les questions de la presse resteront sans réponse. Ce matin, au Conseil des ministres, j'en ai fait le compte-rendu, il n'a pas été évoqué une seule fois le meeting de la mutualité hier soir. Il faudra donc attendre l'interview du 14 juillet de François Hollande pour connaître la réaction du président de la République. Même si des ministres proches de Manuel Valls critiquent déjà la position anti-système adoptée par Emmanuel Macron. C'est une posture, une phrase, un thème qui est... Si j'étais extrêmement jeté, je dirais un peu facile, et sinon, je dirais c'est populiste. À la veille du 14 juillet, le camp de Manuel Valls préfère mettre la pression sur François Hollande pour régler le cas Macron. Je rappelle toujours que Emmanuel Macron, c'est l'homme de François Hollande. C'était le secrétaire général adjoint de l'Élysée, c'est François Hollande qui l'a mis là, c'est lui qui l'a nommé ministre. Je ne sais pas ce que fait Emmanuel Macron. Vous savez, on peut couvrir... pour exister l'ensemble du spectre politique, de Marine Le Pen à Nuit debout, en passant par tout ce qu'on veut, en additionnant les discours anti-système, populistes et césaristes. C'est pas ma culture politique. Pendant que la gauche se déchire, l'opposition assiste au spectacle et s'apprête une nouvelle fois à interpeller le gouvernement sur Emmanuel Macron. C'est une vraie pétaudière. Moi, je ne comprends pas comment le gouvernement, le chef du gouvernement peut continuer à supporter ce genre de choses. Donc, ou il faut le faire démissionner, je le dis très sincèrement, ou Emmanuel Macron doit prendre ses responsabilités. Encore une fois, on ne peut pas être dedans et à l'extérieur. Ça s'appelle très trivialement avoir le cul entre deux chaises. En politique, les vacances d'été sont traditionnellement dépourvues d'actualité. Mais le feuilleton Macron pourrait bien troubler la torpeur des prochaines semaines. Voilà, question toute simple. Est-ce que Emmanuel Macron n'est-il pas allé trop loin en défiant le président de surcroît 2 jours avant l'allocution télévisée du 14 juillet, Alain Tourret? Certainement pas. Moi, j'ai le souvenir du gouvernement de 1981. Il y avait une alliance entre les socialistes, les communistes et les radicaux. Jamais Georges Marchais ne se serait privé d'organiser un meeting au besoin pour attaquer telle ou telle action du gouvernement. Et M. Fitterman, qui faisait partie du gouvernement, participait à ces meetings. Voilà, c'est aussi simple que cela. Emmanuel Macron, il n'est pas au Parti socialiste. Emmanuel Macron, il a sa liberté de penser, sa liberté d'imagination. Moi, ce que je peux vous dire, j'étais hier à ce meeting.
J'ai fait beaucoup de meetings depuis que je fais de la politique. C'est la première fois que je ne vois plus une réunion du 3e ou du 4e âge lorsque je rencontre mes amis socialistes. En général, quand il y a une réunion de 200 personnes du Parti socialiste, il y en a 170 qui ont plus de 75 ans. Bon, là, on avait toute la jeunesse, là. On avait toute la jeunesse. C'était incroyable de voir cette jeunesse qui est éclatée de partout. Parce qu'il y a deux France. Il y a la France qui gagne et il y a la France qui souffre. Pour l'instant, Emmanuel Macron s'adresse, et hier il a changé un peu, pour l'instant, Emmanuel Macron s'adresse à la France qui gagne. Et c'est vrai que cette France qui gagne, elle a plutôt tendance à quitter la France. Eh bien, lui, il souhaite qu'elle soit là et qu'elle ait des moyens de s'exprimer. Cette France qui a entre 25 et 30 ans et qui mange dans la vie à belles dents, qui veut y aller. Sinon, elle va au Front National. Christophe Carrèche, c'est le jeu du supplice chinois entre les deux hommes, comme dirait un grand quotidien du soir. Chacun attendrait de l'autre qu'il prenne l'initiative et la responsabilité du divorce. Moi, je ne suis pas psychanalyste, donc je ne sais pas quelle est la relation. Encore une fois, je pense que dans ce type et je pense que ce qu'attendent les Français, c'est ça quand même. C'est de la clarté. On dit qu'effectivement, prendre la responsabilité de le mettre dehors, c'est effectivement, c'est ce qu'a dit d'ailleurs un peu Gilles Savary, c'est-à-dire que ça serait lui donner une prime, etc. Enfin, tout ça, c'était... Enfin bon, voilà. Moi, ce que je constate par rapport à ce qui a été fait hier, d'abord, c'est une science quand même assez consommée du timing médiatique. C'est plutôt bien fait, mais c'est plutôt, dans ma bouche, la reconnaissance d'une qualité. Il y a une offre politique qui est en train de se dessiner. Ce qui est vrai, il faut le dire aussi, c'est que pour l'instant, cette offre politique, elle est extrêmement embryonnaire. On connaît Emmanuel Macron, on sait ce qu'il a défendu comme membre du gouvernement, etc. Il y a des tas de sujets sur lesquels il ne s'est pas exprimé. Donc tout ça méritera évidemment d'être précisé. Moi, ce qui m'intéresse, oui, il y a une usure des partis politiques. Je suis le premier à le reconnaître. Mais est-ce qu'on balance les partis politiques par-dessus bord? Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il faut que les partis politiques se rénovent, bien évidemment. Il faut qu'ils s'ouvrent. Il faut de dissoudre pour faire autre chose, un autre parti. Pour faire un autre parti, pas une aventure personnelle. Moi, je suis désolé, dans le Parti socialiste, même si on est dans une situation difficile, si les militants partent, il y a des débats entre nous. Moi, il y a un bureau national du Parti socialiste, où il y a des débats qui se confrontent. Moi, j'attends de voir le bureau national de En Marche. J'attends de voir. C'est-à-dire qu'on est pour l'instant... Ah ben oui, c'est pas un parti. Donc, opposer un mouvement qui est un club de supporters. Alors oui, avec des jeunes, et je ne nie pas du tout que Macron ait capté un certain nombre de choses par rapport à la jeunesse, les nouvelles opportunités économiques, etc. Et je trouve ça très bien. Je ne dis pas ça, mais c'est un club de supporters. Parti politique, c'est pas ça pour moi. C'est aussi un lieu où il y a des confrontations, des délibérations et des débats. Bon, je ne vois pas à ce stade beaucoup. Donc oui, les partis sont fatigués. Oui, les partis sont fatigués. Vous êtes militant ou supporter? Les partis sont fatigués, mais il ne faut pas... Excusez-moi, monsieur, mais je pense que vous n'avez encore toujours pas compris. Nous ne sommes pas là dans un club de supporters. Je peux vous dire que pour avoir fait les porte-à-porte depuis le début... Monsieur, j'en fais depuis 25 ans. Il ne s'agit pas de la même façon de faire la porte-à-porte. Nous sommes allés à l'écoute des gens. Nous ne sommes pas allés leur vendre du Macron. Nous ne sommes pas allés faire du marketing. Nous sommes allés écouter les gens pour savoir ce qu'ils ont à dire. Et croyez-moi, il n'y a pas que des jeunes qui parlent. Et nous avons rencontré toutes les couches de la population. Vous toquez à la porte, vous demandez quoi? Nous venons demander aux gens, par exemple, une question, qu'est-ce qui ne va pas en France? Qu'est-ce qui va en France? S'ils avaient quelque chose à demander aux politiques en général, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qui leur donne la plus grande source d'espoir pour l'avenir? Qu'est-ce que vous faites de toutes ces réponses alors? Ces réponses-là, elles seront traitées en temps venu. La grande marche dure jusqu'à la fin du mois de juillet. Ouais. Après, nous allons travailler sur le contenu de ces réponses-là. Et de là émergera un plan d'action en fonction des réponses que nous avons recueillies. Et résumer cela en un club de démocratie participative à la Ségolène Royal, c'est vraiment méconnaître ce qui se passe. Et croyez-moi qu'il y a une houle de fond qui se passe dans ce pays, parce que les gens, aussi bien les seniors que les jeunes, écoutent,
font des propositions et voient en Emmanuel Macron quelqu'un qui porte l'espoir. Je pense que vous devriez lui dire merci. Merci pourquoi? Parce que depuis quelques années, toutes les élections montrent dans ce pays que les gens se désintéressent de la chose politique. Et voilà enfin quelqu'un qui arrive et qui suscite l'espoir. André Chassaigne. Mais ça, c'est du... Mais ça, c'est de la rigolade. D'abord, cette histoire d'un soi-disant phénomène comme Macron, c'est vieux comme le monde. Il y a 40 ans, il y avait par exemple Michel Jaubert, son mouvement Autrement. C'était la même chose. Il y a eu Tapi, qui a été votre tête de liste, les radicaux de gauche, à des élections européennes. Il y a eu régulièrement, non mais attendez, il y a eu régulièrement, dans l'histoire politique française, des hommes qui sont apparus comme étant ultra-modernes, qui considéraient que les autres étaient des ringards, qui portaient une parole renouvelée, qui faisaient de la refondation, qui faisait la transformation, qui portait des réformes et tout ça. Mais tout ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau pour conserver le système en place. C'est fait. Est-ce que je peux parler? Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. C'est fait pour maintenir le système en place. C'est fait parce que derrière tout ça, il y a ceux qui tiennent les cordons de la bourse et qui veulent surtout pas qu'émerge une parole de transformation de la société. Les communistes aujourd'hui, nous faisons le porte-à-porte pour interroger les gens sur notre programme. Et nous avons aussi des réponses. Et quoi la réponse? La réponse, c'est que cette société qu'incarne Macron, il faut la foutre par terre, parce que c'est une société pourrie, parce que c'est une société qui sert à quelques-uns, parce que c'est une société qui fait de la souffrance. Donc les grandes paroles, les grandes envolées, tout ça, ça ne répondra pas. Ça ne répond pas aux souffrances des gens. On va donner la parole à Jean Gabory, notre sentinelle citoyenne, il est cofondateur des Jeunes avec Macron. Jean Gabory, vous êtes avec nous? Oui, votre mouvement, c'est du pipeau, comme dit André Chassaigne? C'est pour laisser le système en place? Mais non, c'est pas... Faire que tout change pour que rien ne change? Pardon? Je reprenais les propos de monsieur Chassaigne. Pour que rien ne change, le guépard. C'est du pipeau, votre mouvement? Une réaction? Non, notre mouvement, c'est pas du pipeau. Vous savez, nous, ça fait 1 an qu'on a cofondé les Jeunes avec Macron. On était 4 au départ. Aujourd'hui, on est 7000. Hier, on était 3000 dans la salle. Et on a 70% aux Jeunes avec Macron de jeunes pour qui c'est leur premier engagement politique. Alors non, c'est pas du pipeau. Macron, il est là pour casser les passerelles, il est là pour casser les codes et justement pour permettre des passerelles aux jeunes et pas seulement aux jeunes. Monsieur Chassaigne, c'est vrai. C'est pas du pipeau. Et hier, c'est pareil, c'était pas du marketing parce que les 3000 personnes qui étaient dans la salle, c'est 3000 personnes qui ont été sur le terrain depuis avril. Et ces 3000 personnes qui venaient pas uniquement de la région parisienne, mais de toute la France. Ces 3000 personnes qui ont œuvré à En Marche, qui ont œuvré aux Jeunes avec Macron depuis avril et depuis même un petit peu plus longtemps. Pour accompagner ces mesures antisociales, sans doute. C'est pas du marketing et c'est pas que de l'apparat. C'est aussi le début et tout commence. C'est le début d'une construction d'un plan d'action qu'on va mener pour la fin de l'année. Jean Gabory, merci. On vous retrouve en fin d'émission pour conclure. Le ministre de l'économie, donc à côté de son mouvement, a commencé à se bâtir un réseau, une quarantaine de parlementaires proches et séduites par son approche et son positionnement politique. Reste à convaincre la gauche et les Français. Élisa Bertholomé. Emmanuel Macron, en marche vers un destin national. Un rêve pour lui, mais a-t-il derrière lui les soutiens nécessaires? Janvier 2015. Emmanuel Macron, ministre de l'économie depuis quelques mois seulement, engage son premier vrai combat face aux députés. Il vient défendre la loi Macron et c'est loin d'être gagné. Quand Emmanuel Macron est arrivé ici à l'Assemblée nationale avec ce texte immense, qui était inédit sous la Ve République, notamment par les 411 heures de débat qui ont suivi, il y avait un peu des ricanements en disant voilà le bleu, le débutant, qui arrive avec un texte, il ne connaît pas bien tout ça. Bon, et très rapidement, il y a eu à la fois de l'empathie et du respect. Jamais un ministre dans l'histoire récente de la République n'a passé autant de temps, n'a autant pratiqué la co-construction législative. Un ministre pugnace et accrocheur. La méthode a donc séduit quelques députés socialistes. Ils sont aujourd'hui une vingtaine derrière lui. Avec même une prise de guerre du côté du très à gauche, Arnaud Montebourg. Malgré des années avec Arnaud Montebourg et un plaisir à militer aussi avec Arnaud Montebourg, je pense que celui qui a le diagnostic le plus fin et celui dont je me rapproche le plus, c'est Emmanuel Macron. Depuis, le réseau Macron s'organise. Nous faisons un petit déjeuner régulièrement. On discute, on échange un petit peu sur l'actualité, comme tous les groupes politiques qui sont structurés autour de leaders. Voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe chez les uns, chez les autres.
En comptant les sénateurs, ils sont une trentaine de parlementaires autour d'Emmanuel Macron. Un bon début, mais insuffisant pour un vrai réseau qu'il peine à construire. Vous ne construisez pas un parcours politique en 15 jours. Ça n'existe pas. Donc les députés ont ce sens du temps. Ils respectent finalement quelqu'un qui se confronte au suffrage universel. Il y a ce profond respect. Nous passons par le suffrage universel, donc nous respectons ceux qui passent par le suffrage universel. Un côté novice qui inquiète jusqu'à ses soutiens. Une certaine candeur qui, en politique, peut être dangereuse. Pour élargir son assise, le ministre de l'économie se heurte à un problème de fond, son libéralisme. Le groupe socialiste a infligé à ses textes des camouflets en rafale, l'utilisation du 49.3 sur la loi Macron, et dans la loi Sapin 2, les députés PS ont détricoté son article majeur sur la formation des artisans. Alors à la Tourelle, il y avait, pour être précis, quelques 45 parlementaires présents hier soir. Combien êtes-vous véritablement de fidèles autour d'Emmanuel Macron? Écoutez, moi je vais vous prendre par exemple dans la région Basse-Normandie, l'ancienne région Basse-Normandie, la moitié des députés de gauche sont avec Emmanuel Macron. En ce qui concerne d'autres... Ils vous le disent ou comment? Ils travaillent avec lui, ils viennent, et voilà. Moi, dans ma propre formation politique, la moitié des députés radicaux de gauche sont très sensibles à ce que dit Emmanuel Macron. Il apporte une donne nouvelle. J'ai entendu ce que notre ami Chassaigne disait tout à l'heure sur les partis, la société pourrie et tout. Lorsque j'ai commencé à faire de la politique en 1969, M. Duclos faisait quoi, 21%. Actuellement, vous faites quoi, 2%. Voilà à peu près le résultat de l'action d'un parti politique. Actuellement, nous sommes bien dans l'obligation de dire qu'il y a des éléments nouveaux qui apparaissent. La France n'arrive plus, dans le cadre de ses partis politiques, à convaincre tout un certain nombre de gens. Elle n'y arrive plus. Il faut un contenu. Mais bien sûr qu'il faut un contenu. Ça, j'en suis bien d'accord. Il faut un contenu. C'est pourquoi hier, j'ai été très satisfait de voir qu'Emmanuel Macron parlait de l'Europe, parlait de la laïcité, parlait de l'identité française, parlait de la jeunesse, parlait également de la France qui souffre. C'est quand même une accumulation de poncifs et d'idées creuses. Je croyais que vous ne deviez pas interrompre, cher monsieur Massaigne. D'une façon nouvelle. Et c'est surtout cela qu'il faut retenir. Vous savez, monsieur, moi, ma mère, quand on est arrivé en France, elle a milité et elle a adhéré au Parti communiste. Ils ont fait beaucoup de choses, ils ont fait beaucoup de propositions, ils ont incarné beaucoup de choses. Mais ils n'y sont pas parvenus parce qu'ils n'ont pas associé les gens à... l'action au projet et redonner de l'espoir. Aujourd'hui, le pays est à un carrefour auquel on a besoin d'avoir une vision nouvelle. Et cette vision, il faut la construire avec tous les Français. Vous parliez tout à l'heure de nid et de cassure ou d'anti. Emmanuel Macron n'utilise pas ces termes-là. Nous sommes dans la bienveillance qui consiste à proposer un projet pour P-O-U-R. Nous ne sommes plus dans l'ère du contre les uns ou contre les autres. On essaye de fédérer et d'associer des gens qui, venant de tous bords... Moi, j'anime à Versailles. C'est ce qu'on pratique couramment. Non, monsieur. J'anime à Versailles. Christophe Carrèche. Des actions avec des gens qui sont de tous bords, de droite comme de gauche. Ce qui nous unit, c'est l'envie de créer dans ce pays un nouvel élan, un nouvel espoir. Et il l'incarne. Que vous le vouliez ou non, c'est une réalité. Les faits sont têtus. Et ce n'est pas une réalité de jeunes. Les faits sont têtus. La société est ce qu'elle est. Si on n'affronte pas la société, si on affronte telle qu'elle est, si on ne veut pas transformer la société, on pourra avoir les plus belles idées du monde, on n'arrivera à rien. Moi, je travaille aussi avec des gens de toute sensibilité politique. Mais on ne vous écoute pas. On ne vous écoute plus. Christophe Carèche, ça c'est à voir. On verra si l'astre est si mort que ça en 2017. On fera le point. Et il est peut-être. S'il vous plaît, on va quand même pas aller sur les pas du radicalisme. Parlons pas autant. Aziz François Ndiaye parle donc d'avoir travaillé avec des gens de droite, de gauche. Il n'y a plus de clivage chez Emmanuel Macron, c'est ça? Je suis sensible à ce qui est dit. Il ne faut pas qu'il y ait de faux débats. Et je pense que les partis ont une responsabilité politique dans le délitement démocratique que nous connaissons. Moi, je ne veux absolument pas nier cela. Simplement, je pense qu'il faut faire attention à ce que cette situation n'entraîne pas une réponse qui serait finalement une réponse qui est de dire, bon, on bazarde tout ça, les partis politiques, ça ne sert plus à rien, ils sont impuissants, ils ont été incapables, etc. Et qu'est-ce qu'on installe? On installe une sorte de relation un peu directe, et c'est une tentation qui existe, particulièrement en France, une tentation directe entre un homme, une femme et la population.
voilà, moi je dis il faut reconstruire une démocratie. Il faut reconstruire une démocratie avec des partis politiques, avec du débat politique, avec de la délibération, et pas seulement dans une relation. Et c'est vrai que dans les propos hier d'Emmanuel Macron, je sais que beaucoup d'élus, de députés, etc., ont été un peu choqués sur la dénonciation anti-système, etc., etc. Bon, Emmanuel Macron avait parlé de la caste, Pour moi, la caste, si vous voulez, elle n'est pas à l'Assemblée nationale. Hein. Moi, je l'ai bien repérée, la caste, dans ce pays. Je sais où elle est. D'ailleurs, Pierre Bourdieu avait écrit un excellent bouquin sur ce qu'il appelait la noblesse d'État. La noblesse d'État. Bon. Oui, mais les fonctionnaires politiques, c'est également la caste. Peut-être, mais enfin, elle est où la caste, la caste, elle est pas, en tous les cas, elle n'est pas seulement à l'Assemblée nationale. Oui, mais cher Christophe, ceux qui n'ont fait que de la politique, soit comme fonctionnaires, soit comme élus, font partie de cette caste. Ce que je veux dire, oui, mais enfin, sociale dont on est issu dans ce pays, on voit la caste différemment. Attention à des discours qui peuvent alimenter. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais qui peuvent alimenter, moi je trouve, une vision dangereuse de l'avenir de notre démocratie. Donc encore une fois, il faut reconstruire, il faut refonder un certain nombre de choses, mais il ne faut pas se laisser aller à des discours d'ailleurs qui sont tenus par les extrêmes. Il y a un souffle nouveau, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a un souffle nouveau, et ce souffle nouveau, il faut l'écouter. Il y a ce souffle nouveau, il traverse toute une partie de la société, mais surtout, il s'adresse aux jeunes. On a toujours voulu faire de notre politique, avec la jeunesse, la ligne rouge, celle que l'on devait suivre. Enfin, il y a quelqu'un qui l'écoute. La jeunesse qu'elle attend. Qui s'y retrouve. Non, mais la jeunesse qu'elle attend, c'est des propositions et des mesures qui la concernent directement. Mais c'est la jeunesse qui innove, c'est celle des startups, c'est celle du renouveau, ça existe, ça. Je voulais plus dans la société des... André Chassaigne, je voulais... Arrêtons d'inventer l'eau chaude. C'est vrai qu'on a tous conscience qu'il faut une nouvelle pratique politique. Moi, j'essaie de le pratiquer personnellement sur la circonscription où je suis élu. Le Parti communiste aujourd'hui a engagé tout un débat aussi pour faire du porte-à-porte, pour essayer de faire remonter les revendications. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'illusions. Je pense bien sincèrement que si on veut répondre aux difficultés des gens, si on veut répondre aux attentes, que ce soit la souffrance qui est celle des agriculteurs, qui est celle des salariés à petits, qui avaient dans les entreprises qui ferment aujourd'hui, des employés, des personnes âgées qui ont des revenus en baisse, si on veut répondre à cette souffrance-là, il faut s'attaquer au système. Et ce que je reproche à M. Macron, et il affirme d'ailleurs, son idéologie, j'ai souvent échangé avec lui, c'est vrai qu'il est sur le combat idéologique, mais on n'a pas le même. Lui, il affirme être porteur d'une forme de libéralisme. Moi, ce que je pense, malgré toute la sincérité que vous avez, je ne mets pas en cause votre sincérité. Je ne la mets vraiment pas en cause. Mais soyez attentifs à ne pas être pris dans une illusion. Parce que vous savez, quand on est adepte d'un système, le système financier, que symbolise très bien d'ailleurs M. Macron, quand on ne veut pas mettre en cause ce système, on n'arrivera pas à répondre aux attentes des gens. Si vous vous trompez par rapport à ça. Permettez-moi juste, monsieur. Je voulais vous donner l'avis d'Alain Madelin. Macron a la bonne orientation, mais il manque un discours d'empathie sociale, confie celui qui avait voulu défendre les couleurs du libéralisme en 2002 et qui avait récolté que 4%. Vous voyez, monsieur, il manque un discours d'empathie sociale. Il ne parle pas à la France qui souffre, Emmanuel Macron. Mais c'est pas qu'il en parle pas, c'est qu'il est avec cette France qui souffre. Je peux vous dire que sur le terrain, on va dans les quartiers, les gens écoutent et comprennent ce qu'il dit. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel jeune dans les quartiers difficiles, il a quoi comme espoir? Je vais vous dire, quand vous avez 50% des gens chômeurs qui viennent des quartiers qui sont non diplômés, qu'est-ce que le système leur offre comme perspective? Rien. Oui, mais c'est le système que veut maintenir M. Macron. Non, M. Macron, c'est ce système de domination. Mais non, et surtout il s'attaque pas au cœur du système, il l'accompagne. À ceux qui souhaitent. Il ne l'accompagne pas. Il veut ouvrir les énergies pour que les gens qui souhaitent... Voilà, les énergies. Oui, ça aboutit à quoi? Ça aboutit que les artisans vont être concurrencés par des gens sans qualification. Ça aboutit au fait qu'on casse tout ce qu'on a pu construire. Il veut libérer l'économie administrée telle que vous la représentez, il n'en veut pas. Il veut un système à l'américaine. Il ne veut pas un système soviétique. Vous savez, hier, j'étais avec M. Collomb, juste après l'intervention de M. Macron. Avec le maire de Lyon. Avec le maire de Lyon. Et croyez-moi, c'est pas un utopiste, c'est pas
un monsieur qui n'est pas sensible à ce que vit le peuple. Croyez-moi, quand nous avons des propositions qui visent à libérer les énergies et libérer les économies, ça se fait sur la base du réel social de ce pays. Aujourd'hui, on a des gens qui souffrent et à qui le système ne propose rien. Nous avons pour ambition de les associer à ce qui va être proposé. Et ces gens-là adhèrent à En Marche. Est-ce qu'on touchera au Grisby ? On y touchera au Grisby à ceux qui s'en mettent plein la poche ? Est-ce qu'une fois Macron dit... Au contraire, il les protège. C'est par exemple sur les actions gratuites, sur tout un tas de propositions. Il protège ceux qui détiennent l'argent. C'est ce qu'il faut comprendre. Et il fait illusion par rapport à ça. Vous êtes trompés par rapport à ça. Je pense que vous confondez Macron et Sarkozy. Par rapport à ça. C'est pas les mêmes. Je ne remets pas en cause l'individu qui accepte le débat idéologique. Il faut le reconnaître. Il accepte le débat idéologique. Il accepte d'être contredit et même il va au fond des choses. S'il était en face de moi, il me répondrait point par point. Mais pour autant, il est pour le maintien d'un système. Il ne dit pas le contraire. Vous savez, il y a une vieille expression paysanne. C'est ce qu'elle dit, l'expression paysanne. On dit, il a la queue du renard qui lui dépasse de la bouche et il dit qu'il ne l'a pas croqué. Or, il dépasse de sa bouche. Hein, il dépasse de sa bouche les finances. La Touré, on passe la parole à Christophe. Permettez-moi simplement de vous dire que l'économie souffre autant de ces blocages, de ces asphyxies, de son impossibilité de marcher. Pas pour tout le monde. Elle souffre de cela. Et il faut absolument libérer l'économie. L'économie administrée, il n'y a rien de pire. L'économie administrée, partout où elle a existé, elle a échoué. C'est ça la réalité. Seule la social-démocratie était capable de nous apporter... On a vu le résultat. La social-démocratie, c'est la possibilité d'avoir une économie libérale. On a vu le résultat. Avec une redistribution faite par l'État. C'est là où l'État joue son rôle, dans la redistribution. Tout autre modèle, qui est votre modèle de l'économie étatique, il a échoué partout. La parole à Christophe Caréchan. Je pense qu'il faut qu'en 2017, ce débat ait lieu. Et je pense que c'est indispensable. Il se positionne quand même... Et notamment à gauche, parce qu'à gauche, nous avons eu... il y a des débats sociétaux. Il se positionne très clairement contre Manuel Valls, Christophe Caréchan. Sur la laïcité, par exemple, dans son discours hier, il s'en prend à ceux qui veulent inventer de nouveaux textes de loi, des normes pour aller chasser le foulard à l'université. J'ai vu ça, mais sur Manuel Valls, encore, il dit on ne récupère pas Michel Rocard. Des gens ont essayé de son vivant, ils n'ont pas réussi. C'est une rivalité qui naît, c'est ça? Premier point, je pense que... Et moi, je souhaite que les idées du courant réformiste qu'incarne Macron, mais il n'est pas le seul, soient présentes dans le débat des élections présidentielles et législatives. Ça, je pense que c'est impératif. On ne peut pas avoir fait ce qu'on a fait avec des désaccords importants, avec mon voisin en particulier. On ne peut pas avoir fait ce qu'on a fait pendant 5 ans et puis arriver devant les électeurs en disant, écoutez, on est tous d'accord, etc., etc. Donc il faut que ce débat ait lieu. Et sur ce plan-là, je trouve que Emmanuel Macron est tout à fait utile. La différence avec Valls, je pense qu'elle n'est pas essentiellement sur les questions économiques et sociales. D'ailleurs, Emmanuel Macron, non, mais c'est pas ça. Emmanuel Macron était quand même l'inspirateur de la politique. Le pacte de responsabilité, c'est quand même lui. Hein. C'est bonnet blanc, blanc bonnet sur ces questions-là. Oui, tout à fait, je l'assume. Voilà. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est que je pense que Manuel Valls, lui, considère que dans l'élection présidentielle, il y aura aussi un autre élément important, c'est la question de la République, et que ces questions-là doivent être aussi au cœur de l'orientation qui est la nôtre. Emmanuel Macron ne le traite pas pour l'instant, non, on ne peut pas dire qu'il l'a vraiment traité. Je pense qu'il l'a que républicain, ce que revendique être Valls. Vous avez deux aspects de la République. Il le traitera peut-être. Soit les républicaines, soit les démocrates. Ce que j'ai entendu hier reste quand même assez général, et je ne pense pas que ça fonde une orientation différente. Voilà. Je pense que sur cette question-là, par contre, Manuel Valls a un discours depuis longtemps, on lui reproche d'ailleurs certains débats, etc., mais qui est beaucoup plus construit. Mais maintenant, on verra ce que dira Emmanuel Macron sur ces questions. Mais pour le moment, j'ai pas eu hier, comment dirais-je, j'ai pas senti une idée très particulière, très originale sur ces questions-là. De nationalité, cette espèce de stupidité pour la laïcité, dans laquelle le président et le Premier ministre nous ont emmenés. Qu'il soit favorable à la laïcité, a priori, ça paraît... Vous êtes bien d'accord sur cette déchéance de la nationalité, qui était quand même l'une des plus grandes bêtises dans laquelle on a pu être enfermé. Eh bien, heureusement qu'il n'a pas soutenu cela. Pour moi, il va beaucoup plus loin que tout ce que vous dites. Quand il rappelle... Il aurait dû partir. Donc si c'est ça, M. Touré, il aurait dû partir. Il aurait dû avoir le courage de quitter le gouvernement.
Eh bien, dans ce cas-là, il fallait qu'il le quitte. Il aurait fallu démissionner. Si c'était si important que ça, qu'il quitte le gouvernement. Il fallait dissoudre l'Assemblée. Il fallait dissoudre l'Assemblée, il fallait vous faire réélire là-dessus. Il y a eu des précédents. Alors là, il y a un problème de responsabilité. Il y a eu des précédents. Il y a eu des ministres qui n'ont pas démissionné la semaine dernière lorsqu'il a été mis en minorité sur l'organisation des manifestations dans Paris. Il ne pouvait pas démissionner à ce moment-là? Attendez, il y a des ministres. Je vous pose cette question, est-ce qu'il ne devait pas démissionner alors qu'il venait d'être mis en minorité sur la déchéance de nationalité, sur l'organisation des manifestations? À ce moment-là, la responsabilité aurait dû le conduire à démissionner. Ce qu'il n'a pas fait. Je vous pose la question. Voilà. Monsieur Valls devait remettre sa démission la semaine dernière lorsque lui-même, qui voulait empêcher les manifestations dans Paris, a été entravé. Mais ici. Monsieur Touré. Revenons au fond des choses. Vous êtes sans parler ce monsieur. Pas sérieux. Qui voulait parler. Monsieur Ndiaye, un mot et après. Ce que je retiens, c'est qu'il va plus loin que ce que vous dites. Et sur quoi? Prenons le cas sur la laïcité. Il passe le message clair que ce pays a besoin de tous ses enfants. Il a clairement établi. Tout le monde le fait, il n'y a pas débat, non? Oui, mais certains, durant certaines années, ont fait, par exemple, du foulard un instrument politicien. On a essayé de traiter une partie de la population française d'origine musulmane comme si elle était incompatible avec la République. Tous ces petits débats de fond, on les a entendus. Il a été clair là-dessus. Nous sommes tous dans la République, malgré nos différences, et la seule chose que je retiens, moi, c'est la culture de la citoyenneté. Il est temps que dans ce pays, on cultive la citoyenneté malgré nos différences, parce que c'est la seule chose sur laquelle on peut construire un avenir commun. Aujourd'hui, on n'écoute plus les autres partis, parce que les gens se sont éloignés du discours. Nous voulons ramener ces gens-là à la chose politique, parce qu'il est temps que chacun prenne sa partition et chacun participe à la musique que doit jouer. Et cette musique, moi je l'ai entendue quand Emmanuel a commencé à en parler. Et beaucoup de gens nous rejoignent. Il faut nous rejoindre. J'ai rarement entendu un discours aussi profond que celui de mon voisin que je ne connais pas. Ce qu'on n'a pas entendu, c'est ce qu'on en pense à droite. À droite, on n'est pas contre les idées libérales d'Emmanuel Macron, mais on aimerait bien qu'il sorte du bois. On écoute et on réagit juste après. Toute sa démarche laisse un trouble. Pas tellement sur les idées. J'ai eu l'occasion de le dire, je trouve souvent que les idées qu'Emmanuel Macron met en avant sont plutôt intéressantes, qu'elles bousculent la gauche. J'ai souvent retrouvé d'ailleurs dans son propos des choses que j'avais pu dire, que j'avais pu écrire. Les idées ne posent pas... Il est libéral sur le fond, il est libéral sur le plan économique, sur les questions de société, comme vous pourriez gouverner avec lui? Ces idées ne me posent pas de problème. Et je trouve que c'est plutôt bien qu'il aille bousculer la gauche là-dessus. Non, le problème, c'est sa cohérence politique. Ce sera quoi le bilan d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie et des finances? Vous savez, il y a eu cette fameuse loi Macron, on a expliqué que ça allait être la révolution dans l'économie. Il en reste quoi aujourd'hui? Quand on est ministre pour agir, pas seulement pour parler. Nous, à droite, quand on voit une gauche plutôt modérée, quand on voit quelqu'un qui se dit libéral comme M. Macron, on regarde ça plutôt avec un œil plutôt positif. Si on fait évoluer la gauche, c'est plutôt utile. M. Macron, il dit des choses qui sont souvent intéressantes. Le problème, c'est que son action et ses propos ne sont pas en harmonie, ne sont pas en cohérence. Il est de droite, il est de gauche, Emmanuel Macron? On pose la question. Quand on lui a demandé hier, il a dit « je suis de gauche ». Ma famille est de gauche. Je suis d'une éducation de gauche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il tire les conséquences de la situation actuelle. Le bipartisme n'existe plus. Nous sommes dans le cadre d'un tripartisme, avec le Front National qui occupe une situation centrale. Donc, à partir de ce moment-là, il faut des majorités d'idées. Et ce sont sur ces majorités d'idées que la gauche radicale, ça fait 4 quand même. Oui, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est sur ces majorités d'idées qu'à partir de ce moment-là, on pourra éliminer les extrêmes et retrouver, dans le cadre du service de la République, un service commun qui puisse se faire. François Ndiaye. Moi, j'invite messieurs à venir marcher avec nous et voir que sur le terrain, on marche avec des gens de droite et de gauche et du centre et des gens apolitiques, des gens qui viennent de partout. Il est possible de nous retrouver autour de projets, d'idées, de projets citoyens. C'est-à-dire que le fait même de se demander si Emmanuel Macron est de gauche ou de droite, pour moi, c'est un débat d'arrière
temps. On est aujourd'hui... Excusez-moi, mais c'est lui qui a posé le problème. Non, il a clarifié les choses parce que les gens lui posent tellement la question de savoir s'il est de droite ou de gauche. Personne ne lui avait rien demandé. Alors qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas. Je voulais que vous commentiez avec moi ce sondage. Mais je voulais qu'on commente ce sondage ensemble. 70% des sympathisants de gauche ne souhaitent pas qu'il soit candidat à la présidentielle, ce dernier sondage. Pour l'ensemble des Français, cette fois, 36% des Français souhaitent une candidature d'Emmanuel Macron en 2017. Enfin, 31% seulement des Français jugent Emmanuel Macron de gauche, selon un sondage ELAB réalisé hier. Ça vous inspire quoi ? Moi, je pense qu'il est ni de l'un ni de l'autre, il est progressiste. Voilà, c'est ce qu'il a d'ailleurs bien expliqué hier. La vision c'est un repoussoir pour la gauche. C'est à mon sens quelque chose qui a tendance à s'estomper à partir du moment où on est soit dans le tripartisme, soit dans le quadripartisme. Il est progressiste vis-à-vis des conservateurs. Je tenais à dire quelque chose. Moi, je comprends cette démarche qui est une démarche de citoyenneté. Effectivement, on a besoin de citoyenneté, de mobiliser la population, de confronter des idées, de coélaborer, de construire des perspectives politiques. Complètement d'accord. Ce que je pense quand même, c'est qu'on trompera les gens si on laisse passer l'idée que sans choix de société, on arrivera à résoudre les questions de fond. Parce qu'on voit bien, chaque fois qu'on veut mettre en œuvre dans un village, dans un quartier, sur des territoires ruraux, quand on veut mettre en œuvre des mesures, derrière tout ça, derrière ces mesures, il faut pas seulement le dynamisme, pas seulement l'enthousiasme, il faut aussi s'affronter à des murs tels que, par exemple, la volonté de supprimer des services publics, alors qu'on a besoin de toujours plus de services publics. On a besoin de dynamiser une vie dans une cité, mais pour dynamiser une vie dans une cité, il faut que la collectivité ait des moyens financiers, alors qu'on on en retire aujourd'hui. Et que, par exemple, le CICE qui a été donné à des entreprises, c'est fait au détriment de collectivités locales, notamment. L'économie française. Non, mais moi, je suis assez sensible à ce que dit Alain Tourret. Je pense que ceux qui pensent la même chose devraient travailler ensemble. Et d'ailleurs, à commencer par peut-être Emmanuel Macron, Emmanuel Valls. Ça ne me choquerait pas, moi, personnellement. Il faudrait mieux qu'ils s'écoutent plutôt que de s'envoyer des pics. Mais peut-être, je ne suis pas en désaccord avec ça. Je pense qu'effectivement, il faut essayer Oh, quand même. L'envoyer hier. Quand même. Enfin, il porte la même politique. Enfin, si, quand même. La même politique. Je ne cherche pas, il ne s'agit pas, ce n'est pas un match. Mais bon... mais la question est de savoir comment on y parvient. Autant je pense qu'il peut y avoir... On verra après ce qui se passera en 2017, parce que dans la tripartition que vous soulignez, il y a quand même une hypothèse dans laquelle il y ait soit la droite, soit la gauche, qui ne soient pas forcément représentés au second tour de l'élection présidentielle. Ça peut arriver quand même, c'est pas... C'est vrai. Oui. Donc la question, elle pourrait se poser. La question, c'est comment on y parvient. Moi, je pense que là-dessus, moi, je suis une culture assez parlementariste sur ce plan-là, ou ce qui se fait en Allemagne. Je pense que c'est à travers des coalitions sur des points précis qui sont proposés devant les électeurs, etc., qu'on peut faire ces rapprochements. L'idée d'un dépassement de la droite et la gauche, c'est un peu autre chose. C'est l'idée quand même qui a été lancée par Emmanuel Macron. Ça me semble quand même plus difficile, parce que cela signifie qu'il n'y aurait plus finalement de frontières ou de différence entre la droite et la gauche. Or, évidemment, le clivage s'est atténué, mais je pense qu'il y a encore quelque chose quand même d'assez profond et des valeurs qui sont différentes. On l'a vu sur les questions de société, etc. Et je ne suis pas certain qu'on puisse proposer aux Français de dissoudre, au fond, des différences qui sont quand même consubstantielles à la vie politique et à la vie de la société. Je voulais revenir sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Il veut apparaître différent, mais n'est-il pas le pur produit de l'élite à la française ? Évidemment, à partir du moment où vous sortez de grandes écoles, vous êtes le type même d'un produit de ce que la France produit de mieux, bien évidemment. Mais est-ce que faire mieux alors ? Mais est-ce que pour autant on l'interdirait à ceux qui sont là ? Moi, le président de la République sort de l'ENA, Madame Ségolène Royal sort de l'ENA. Voilà, ce sont des vérités. Pour autant, ça ne les empêche pas, éventuellement, d'avoir une sensibilité très forte à ceux qui souffrent. Pour autant, ça ne les empêche pas d'être des dirigeants sur lesquels
on peut reconnaître un certain nombre d'actions et de vérités qui se sont passées. Voilà, moi je ne pense pas qu'on doive éliminer un tel ou un tel à cause de cela. Qu'il y ait eu, à un moment donné, le rôle de l'ENA en France, ça, on n'a pas suffisamment réfléchi. On a fait avec l'ENA une machine à créer, à produire des dirigeants politiques, et ça, c'était pas une bonne chose. François Ndiaye, très rapidement. Même que c'est une bonne chose, parce que on ne peut pas dire aujourd'hui, et je le dis, moi, je suis parent de 2 enfants. Vous dénoncez la reproduction sociale, mais ça, c'est une sorte de reproduction sociale, quand même. C'est autre chose. C'est une petite contradiction. Ce qu'on dénonce, c'est l'impossibilité de pouvoir renouveler les acteurs. C'est-à-dire que être issu de l'élite, c'est une bonne chose. Moi, j'ai 2 enfants, je peux vous dire que je me bats tous les jours pour qu'ils fassent partie de l'élite. Parce que être l'élite, parmi l'élite, ça veut dire bien travailler à l'école, bien réussir ses examens, bien réussir ses diplômes, etc., etc. Donc ça, on ne peut que s'en réjouir. Si tous les jeunes de ce pays étaient issus de ces grandes écoles, je serais, moi, pour ma part, ravi. Par contre, ce qu'on en fait, ça, c'est autre chose. Et c'est là où Emmanuel Macron diffère. Parce que ce que disait monsieur tout de suite, moi, je peux y adhérer. Par contre, dire qu'aujourd'hui, on veut effacer les différences, c'est pas du tout notre propos. Avant de conclure, je voulais donner la parole à Jean Gabory, qui est avec nous. Vous avez une réflexion sur ce débat ? Vous voulez rajouter quelque chose ? Je vous écoute depuis plus de 40 minutes maintenant, et en fait, ce que je remarque, c'est que la méthode d'Emmanuel Macron fonctionne, ou marche, sans mauvais jeu de mots, parce que vous lui prêtez tous le dialogue, l'écoute et la co-construction. Et oui, c'est ça l'esprit d'En Marche. Donc je vous invite tous à lui faire part de chacune de vos expertises. Et c'est ça aussi qui fera le succès de demain. C'est cette co-construction. C'est ça l'esprit d'En Marche. C'est que la situation exige que chacun on peut bien faire tous les grands discours, mais les faits sont têtus. Encore une fois, c'est Lénine qui le disait. Moi, je constate une chose, c'est que dans la réalité, qui a vendu l'aéroport de Toulouse-Blagnac à des Chinois avec une multitude de mensonges vendus à des voyous, sinon Monsieur Macron, dans la réalité de la réalité de ce qu'il met en œuvre, il met en œuvre en fait une politique qui est au service des plus riches, au service des banquiers. Et vraiment, j'espère qu'on se reverra dans 1 an ou 2, et vous risquerez sans aucun doute de revenir sur tout un tas d'illusions qu'on pouvait entretenir. Ce que je voudrais dire pour terminer sur Emmanuel Macron, donc je suis chargé de défendre ici, mais la défense est facile. C'est un homme jeune, plein d'ambition pour la France, qui veut libérer les énergies. Jamais je n'ai vu quelqu'un pareillement vouloir libérer les énergies françaises. Ça, c'est quelque chose qui me semble très fort. Rarement on a eu une telle pépite dans la société politique. Et ça, c'est ce qui me semble très fort et qui doit être redit. C'est un prophète, alors. S'il vous plaît. On est convaincu de ses qualités. C'est pas en cause, ça. Christophe Carèche, est-ce que vous pensez que François Hollande... On est convaincu de ses qualités. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ses qualités. Christophe Carèche, est-ce que vous pensez... Voilà. Mais non, justement, parce que... C'est là qu'il y a peut-être une petite confusion, mais c'est pas parce qu'il a des qualités évidentes, personnelles, intellectuelles. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais il y a aussi des gens qui ont des qualités à droite. Il y a des gens très intelligents à droite, etc. Est-ce que vous pensez que François Hollande va lui répondre ? Donc, il y a un débat. Est-ce que vous pensez que François Hollande va lui répondre demain lors de l'allocution du 14 juillet ? C'est une bonne question, mais c'est pas moi qu'il faut la poser. À la manière de Jacques Chirac vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, je décide, il exécute. Vous aurez la surprise demain. Je pense que le président de la République va répondre à ces questions, bien évidemment. Il sera posé, il y aura des réponses. Bien sûr. Moi, personnellement, et c'est pas la réponse d'Emmanuel Macron, c'est ma réponse personnelle, moi, ce que je souhaite, c'est que le président de la République laisse Emmanuel Macron préparer un nouveau projet pour le pays et lui laisse la place. C'est ce que moi je souhaite à titre personnel. Après, il y a ce que... C'est une option. Après il y a ce que les événements nous montreront et on verra sur place. Mais il pourrait prendre la tête de son comité de soutien, d'ailleurs. Respectons au moins la démarche d'Emmanuel Macron, qui est ironique, de faire un diagnostic pour le pays et à partir de là, proposer un projet. Et nous verrons. On aura compris. André Chassaigne n'est pas convaincu. Non, vous êtes sincère, c'est déjà une chose. Merci en tout cas à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir éclairé sur l'iconoclaste Emmanuel Macron qui s'ingénie à troubler le jeu 1 an avant la présidentielle. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Bye bye.